Alors, Jacques Ninet, est-ce qu'il faut présenter Jacques Ninet? Jacques Ninet est vice-président de la CSMF et président de la FNMR. Donc, aujourd'hui, il parle au nom de l'UMSP, de la FNMR et de la problématique que nous portons. Jacques. Bon, merci Jean-François d'ailleurs, déjà, d'avoir organisé, parce que ça, dans la période préélectorale, ça me semble très important que l'UMSP avance et fasse ses propositions, contrairement à d'autres syndicats, donc ça me semble primordial. Alors, Jean-François m'a demandé d'intervenir sur les erreurs. Donc, qui dit erreur dit problème. Vous allez vous apercevoir que les médecins spécialistes, en particulier, ont des soucis consécutifs à des erreurs politiques essentiellement, et dans un certain nombre de cas, des erreurs volontaires. Bien, première diapositive. Alors les erreurs. D'abord, les erreurs je dirais, d'attitude et de réflexion et de positionnement des secteurs libéraux et des secteurs publics dans le cheminement de la mise en place politique de la santé publique et de la santé en général en France. Depuis de très nombreuses années, vous savez que les soins sont à moitié dans le secteur libéral, à moitié dans le secteur public. Et malgré ce différentiel, ce non-différentiel, il existe un différentiel dans les attributions de l'ONDAM. Quand vous avez des ONDAM qui sont généreux, on peut toujours se dire qu'une différence est toujours envisageable et régulable. Et quand vous avez des ONDAM qui sont de plus en plus serrés, et vous apercevez en particulier cette année qu'il y a des ONDAM serrés, quand un différentiel de 0,5% existe, c'est très important par le fait que le comité d'alerte a beaucoup plus de chances d'avoir des répercussions sur la médecine libérale, en sachant qu'un comité d'alerte pour la fonction publique n'existe pas. Donc déjà, il y a une inéquité. Cette inéquité, ça a été majoré par le fait de la mise en place des ARS. Les ARS qui ont un état d'esprit, on le vérifie ça tous les jours presque, un état d'esprit hospitalo-centré très net. Et ce, quelle que soit la spécialité. On a un exemple frappant à l'heure actuelle, c'est sur la PDS à l'heure actuelle. C'est-à-dire la PDS où tout est fait pour mettre en dehors le secteur libéral, alors qu'on nous reproche dans le même temps de ne pas nous investir dans la PDS. Cherchez l'erreur, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un des exemples. Je ne dis pas que c'est le seul. Je pourrais vous parler, en tant que radiologue, des attributions des imageries en coupe, scanner et IRM. C'est un autre problème, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. Donc ces ARS, avec un hospitaliocentrisme dépendant des directeurs d'ARS, parce qu'il faut savoir qu'il y a une autonomie intellectuelle qui se crée avec des disparités considérables. Même en discussion avec des représentants du gouvernement, on s'aperçoit qu'ils ont été un peu dépassés par ce qu'ils avaient mis en place. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à cette autonomie importante des directeurs d'ARS. Troisième diapositive, la maîtrise comptable. Ça, il n'y a pas besoin d'épiloguer, vous savez tous ce que c'est. Cette maîtrise comptable s'applique à différents niveaux. D'abord, il y a un gel. Déjà, il y a un gel depuis 20 ans, on le vit tous, en particulier par le biais de la CCAM, des tarifs. D'où la problématique que l'on rencontre avec certaines spécialités, d'ailleurs, à l'heure actuelle, avec les dépassements d'honoraires, on pourra en parler. Mais c'est une des conséquences, il faut le savoir quand même. Plus, deuxième couche, et ça je peux en parler longuement avec vous, c'est la baisse arbitraire de certains tarifs. Plusieurs spécialités ont subi ces baisses arbitraires, dont bien entendu l'imagerie. Ce qui a entraîné, effectivement, contrairement à ce que l'on croit, et ce qui peut être affiché au point de vue médiatique par des instructions pour dire ne vous en faites pas, ne pleurez pas pour eux parce qu'ils sont quand même très bons, mais on s'aperçoit sur le terrain, et les médecins généralistes en particulier le ressentent, parce qu'ils ont besoin de nous, vous le savez bien, la fermeture des cabinets de proximité. Et non seulement pour l'empreinte démographique dont je vous parlerai après, mais aussi pour des raisons financières. Et c'est la première fois que ça arrive. Diapositive suivante. La fameuse création des stabilisateurs économiques en 2008. Vous savez, rappel, c'est vous pouvez avoir une augmentation
qui a été négocié de certains tarifs, mais à partir du moment où on ne nous fait pas confiance dans les dépenses générales, ça consiste à nous dire vous attendrez 6 mois au minimum. 6 mois en réalité, ça correspond à 9 et 12 mois des fois, mais à 6 mois minimum, pour savoir si l'ensemble des autres médecins ont été sages et ont respecté l'ONDAM, et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous n'aurez pas vos augmentations. Donc d'un certain côté, on négocie pour une spécialité, de l'autre côté, on est en liaison directe avec les dépenses allouées de tout le monde, d'où les stabilisateurs économiques, et je peux vous dire qu'ils ont bien fonctionné. Autre diapositive. Alors là, c'est une question de confiance, c'est-à-dire que les échéances conventionnelles, quand on négocie une convention, Jean-François est bien placé pour ça, moi je n'y ai pas participé, moins que Jean-François, mais j'y étais, il y a quand même un climat de confiance. Ce n'est pas une juste discussion en coin de table, c'est quand même quelque chose de lourd, de long, de fatigant, mais oui, on arrive à un deal. C'est un deal, une convention. Ce qui a entraîné cette nouvelle convention qui est passée au JO fin septembre, c'est d'abord le secteur optionnel. Le secteur optionnel qui était quelque chose d'ancien, qui avait été signé, qui avait été accepté, qui a été remis sur la table, qui a été, je dirais, fusillé par la volonté même de l'UNOCAM et par la volonté même à l'intérieur de l'UNOCAM de la mutualité. C'est-à-dire qu'il y a eu une reprise de la signature et de la parole. Et ce secteur optionnel n'est pas symbolique. Parce que dans le même temps, on nous reproche d'avoir des dépassements d'honoraires. Et quand on fait une proposition pour pouvoir avoir des modérations et pour pouvoir mettre en place un secteur intéressant et à la fois pour les patients et à la fois pour les médecins, on fait tout pour le fusiller. Et je dirais on le fait pour fusiller, pas pour des fins médicales, mais pour des fins politiques, ce qui est pour moi inacceptable. Ensuite, la CCAM technique, la fameuse CCAM technique, qui a commencé à être mise en place en 2005. Après 10-15 ans, on va dire, de naissance, d'évolution, cette CCAM technique, qui est émanée d'une CCAM technique des États-Unis, par la traversée des Atlantiques, a été dénuée de tout sens. C'est-à-dire que nous, en France, on a la chance de la mettre dans une enveloppe fermée. Ça veut dire que quand on donne à quelqu'un, on prend à quelqu'un. Rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'on a fait effectivement on a mis un certain nombre de codes d'actes, on a mis des différentiels, des libellés d'actes, mais tout ce qui devait être mis pour faire évoluer cette CCM, qui dans sa définition devait être évolutive, n'a pas été fait. En particulier sur 2 points importants, le coût de la pratique, déjà, et la valeur du point de travail. Ces 2 choses, sciemment, ont été mises sous le coude. Donc, quand on fait de mettre sous le coude, si vous voulez, des choses essentielles dans une CCM, c'est qu'il peut y avoir une volonté pour pas qu'elle évolue. Et on en est à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'on se sert de la CCM lorsqu'on veut faire baisser certains actes. On parle en particulier de valeurs de tarifs cibles. Alors, quelques spécialités ont profité des tarifs cibles. Certains autres, on en subit les conséquences. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est intéressant de la CCM, je parle des politiques et je parle des institutionnels, et on laisse de côté ce qui pourrait la faire vivre. Retard de la création de CCM clinique. On est dans le mur avec les actes cliniques, complètement dans le mur, que ce soit au point de vue médical ou que ce soit au point de vue honoraire. Une façon de s'en sortir, c'était la mise en place de cette CCM clinique, qui ne reprenait pas exactement les mêmes items que la CCM technique, et qui reprenait la notion vraie que l'on doit rémunérer en particulier les médecins cliniques en fonction du temps passé et de la complexité de la consultation. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est encore sous le coude. On a quelques espoirs mais il ne faut pas oublier qu'il y a les élections. Diapositive suivante, à la fameuse loi HPST. Alors là, c'est clairement dit, c'est clairement marqué, il suffit de la lire et vous comprenez que les spécialistes, ça fait partie de la 5e, 6e ou 7e roue du carrosse. Clairement, cette loi HPST met en évidence l'intérêt de la médecine de proximité. Et cette médecine dite de proximité exclut les spécialistes. Ce qui veut dire que l'axe fort voulu par Mme Bachelot était médecin généraliste, hôpital, et les spécialistes, ils trouvaient leur monde où ils pouvaient, soit un peu en ville, soit beaucoup à l'hôpital, mais il les a complètement exclus du circuit
en particulier par le biais de cette médecine de proximité. Jean-François s'est battu pour faire reconnaître que les spécialistes ont une médecine de proximité de premier recours. Ça n'a jamais été entendu jusqu'à présent. Et ça, c'est une notion fondamentale de la prise en charge des patients, de la reconnaissance de médecins spécialistes. Diapositive suivante. Là aussi, c'est un item que vous entendez. Il y a une disparité. Là, c'est une moyenne, parce qu'il y a une disparité complète dans les revenus des médecins spécialistes. Mais quand on nous dit que les médecins spécialistes s'en tirent beaucoup mieux que les médecins généralistes, vous n'avez qu'à lire ces 3 chiffres, c'est facile. Et ça, c'est explicatif. C'est-à-dire que tous, on baisse, mais les médecins spécialistes baissent encore plus que les médecins généralistes. Donc cette volonté affichée de dire on se sert uniquement vers les médecins généralistes parce que ceux qui souffrent, on s'aperçoit quand même qu'il y a un petit problème. Diapositive suivante. Les fameuses régulations. Alors là, ça c'est un axe fort, on verra ça avec nos politiques cet après-midi, mais c'est un axe fort. C'est un axe fort bien managé par le terrain, c'est-à-dire en particulier les élus locaux. Élus locaux qui dépendent eux-mêmes de la population qui les a élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une disparité démographique en France, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a une disparité démographique, pourquoi il y a, soi-disant, entre guillemets, ces déserts médicaux. Le seul souci, c'est qu'il faut se poser la question, l'aménagement du territoire. Peut-on obliger un médecin à s'installer dans n'importe quelles conditions, dans n'importe quel endroit, alors qu'il a une vie familiale quand même à assumer, ça il ne faut quand même pas l'oublier. Surtout qu'il y a quand même une féminisation de plus en plus importante du corps médical. Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on ne veut pas appliquer à soi-même, on veut le faire appliquer aux autres. Et la dernière chose, peut-on obliger un médecin à s'installer? Ils ne se sont jamais posé la question. Peut-on obliger une personne à dire vous irez? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes médecins? Ils ne s'installeront pas. On ne va pas obliger contre la volonté de quelqu'un à exercer quelque part. Le vrai souci, il est là. Diapositive 8. Donc ça, vous le connaissez tous, hein, c'est cette courbe démographique incroyable qui montre effectivement le creux démographique qui est prégnant et qui a des conséquences à la fois sur la prise en charge des patients, qui a des conséquences également sur les modes d'installation. Je dirais, c'est la conséquence vraie de directions politiques qui sont tombées complètement à côté de la plaque. On subit ce qui a été en particulier avec les creux du numerus clausus. Oui, suivant. Alors bon, je vais vous parler un peu de ce que je connais en pratique. Alors, je vous parlais tout à l'heure des baisses arbitraires. Nous, depuis 2007, on a donné un demi-milliard d'euros. Pas d'un seul coup, hein, je vous rassure. Mais bon, au total, ça fait ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi je le vérifie parce que je reçois les courriers de ces médecins. Les médecins qui ont des cabinets de proximité. Les cabinets de proximité, vous savez ce que c'est? C'est généralement 2 associés, maximum 3. Ils ont de la radio conventionnelle, de l'écho, de la mammo. Ils ont accès 1 heure par jour, à peu près 1 heure par jour, 1 heure par semaine au scan et à l'IRM, 1 heure tous les 15 jours. Ils ne trouvent pas de repreneurs à cause de la démographie, mais surtout, ils sont dans des contraintes économiques telles qu'ils ferment. Alors, ils ont la chance de pouvoir fermer des fois s'ils se restructurent avec des grosses unités derrière, qui, eux, ont scan IRM. Mais quand il n'y a rien autour, ils ferment. Et vous avez de plus en plus de médecins qui sont à 63, 64 ans, qui en ont marre, qui ferment. Le problème de fermer, c'est que d'abord, vis-à-vis d'autres spécialités et d'autres médecins généralistes qui ont besoin de cette médecine de proximité, hein, c'est tout simple. C'est radio du thorax, d'une personne âgée. Est-ce qu'on lui fait faire 30 km pour faire un thorax, alors qu'il peut l'avoir à 5 minutes? Ça, c'est une question. C'est le fameux maillage territorial. Et d'autre part, on nous redit que, et ça fait partie des indicateurs dans le P4P, que le dépistage du cancer du sein doit être... C'est vrai, le dépistage du cancer du sein est quelque chose de bien.
Et comme je vous disais, vous ne faites pas faire 40 km à une femme qui a 70 ans, puisque c'est dans la tranche d'âge, pour aller faire une mammographie, elle ne la fera pas. Elle la fera si elle a à faire 3-4 km pour son cabinet de proximité. Elle ne fera pas ça. Donc elle ne sera pas intégrée dans le dépistage du cancer du sein. Et ça, c'est une vraie conséquence. Et c'est une conséquence, si vous voulez, importante. D'autres diapositives. Je ne sais pas, il doit y en avoir une. Il n'y en avait pas une juste avant? C'était la même? Non, si, celle-là. Alors les stabilisateurs, je vous en parlais tout à l'heure, nous on a, en live en ce moment, on a ça, parce qu'on a signé un protocole en décembre 2010. Un protocole d'accord de négociation des baisses avec des valeurs positives intégrées dedans. C'était une vraie négociation avec la caisse. Seul souci, vous voyez, il y a eu 2 ans presque pour la première mesure, et les 2 autres mesures sont toujours en attente. Vous avez l'expérience là du vécu des stabilisateurs. Je laisse maintenant la parole à notre ami médecin nucléaire qui va mieux vous parler que moi de sa spécialité. Merci. Je remercie l'UMSP et Dr Ray de me permettre de donner un tout petit coup de projecteur sur une toute petite spécialité, pas très connue. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, j'ai quelques flyers de présentation qui vous montrent en termes simples pour les non-médecins ce que ça signifie. La médecine nucléaire est une petite spécialité, donc je vous l'ai dit. Elle représente environ 500 médecins en France au total, dont un tiers seulement exerce en privé. 200 services, un tiers des services c'est du privé, un tiers des médecins c'est du privé. Ils réalisent 2 tiers des actes, c'est assez classique dans d'autres spécialités aussi. Cette spécialité a connu une évolution technologique extrêmement importante depuis une dizaine d'années avec l'apparition de la TEP, ce que vous entendez parfois appelé PET scan d'une façon un peu barbare, TEP, tomographie par émission de positons, des détecteurs spécialisés pour la cardiologie et surtout et aussi des nouveaux traceurs qui nous permettent de détecter des nouvelles pathologies, de la choline marquée pour le cancer de la prostate, des traceurs de la plaque amyloïde pour la maladie d'Alzheimer, etc. Tout ça a des conséquences, c'est que ça améliore les performances de cette spécialité, ça diminue l'irradiation des patients, c'est très important, mais ça augmente les coûts, bien entendu, parce que ces machines, ces traceurs, coûtent très cher. La médecine nucléaire, à quoi ça sert? D'une façon très, très schématique, les points forts, c'est que c'est incontournable en cancérologie, en cardiologie et très bientôt en neurologie, parce que il y a des traceurs de la plaque amyloïde qui vont apparaître sur le marché, qui vont permettre une détection ultra précoce, préclinique de la maladie d'Alzheimer dès 2012 ou 2013. La diapositive suivante. Alors, quels sont les problèmes de la médecine nucléaire? Ces difficultés. Eh bien, si on regarde l'évolution de 2000 à 2011, les salaires, le taux horaire brut d'un manip radio, je ne sais pas si Jacques Ninet a fait ce calcul-là, a augmenté de 45% de 2000 à 2011. Le technétium, qui est un des produits que nous on utilise pour faire nos examens, qui est le produit principal, 80% des examens sont faits à partir de technétium, a augmenté de 170% sur cette période, multiplié par 2,7. On a des coûts de radioprotection qui ont explosé aussi parce qu'on a des contraintes réglementaires de plus en plus fortes. Dans le même temps, les tarifs de la médecine nucléaire conventionnelle de 2000 à 2011 ont baissé en 4 fois successives, au total de 20%. Les conséquences, vous voyez ici le petit graphique qui montre le BNC, qui effectivement était, il n'y a pas aucune honte à ça, bien au contraire, était tout à fait correct dans les années 2000, s'effondre petit à petit pour maintenant être au 9e rang des spécialités. Et ça va continuer. Ça va continuer pourquoi? Parce que maintenant la TEP prend de plus en plus d'importance dans notre activité. Et la TEP, c'est une activité qui est déficitaire. Tout le monde le reconnaît. La CNAM, dans un rapport interne en 2004, l'avait reconnu, les tarifs sont insuffisants. L'HAS en 2005, une publication des directeurs d'hôpitaux en 2008, la Cour des comptes en 2010, une étude externe faite par un consultant externe, une étude cofinancée par la CNAM et par notre syndicat en 2010 a aussi montré ce déficit de la TEP. Donc voilà un tout petit coup de projecteur sur une petite spécialité, pas trop connue, où on n'est pas très nombreux, mais qui montre à quel point ça peut rendre les choses difficiles, toutes ces contraintes.